Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette 5e vidéo sur le réseau avec Unet et Unity. Dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est continuer notre projet qu'on avait commencé, donc avec nos cubes qui se battent sur le réseau. Et ce qu'on va faire, c'est on va optimiser un petit peu le nombre de paquets qu'on envoie sur le serveur, puisque là, effectivement, toutes les commandes que l'on appelle, on les appelle depuis update, depuis la méthode update. Nous, on va tout simplement déplacer tous nos appels de commande, donc qui sont des méthodes exécutées sur le serveur, je le rappelle, dans la méthode fixUpdate, et je vais expliquer pourquoi. On va aussi détecter si une balle a été envoyée depuis un certain joueur, et dans le cas où ce joueur, ce certain joueur, aurait tué un autre joueur, à ce moment-là, on va lui augmenter son score. Donc on va rajouter une notion de score sur les joueurs. Donc c'est parti, la première chose qu'on va faire, c'est dans le script player ici, on va eh bien changer tous les appels de commande, donc y compris bien sûr transmit position, puisque transmit position appelle une commande, donc tout ce qui concerne la transmission de notre position, rotation et l'appel direct de la commande ici. On va déplacer tout ça dans la méthode fixedUpdate. Alors je vais expliquer un petit peu avant pourquoi. Donc déjà, il faut savoir que la méthode update va pas dépendre, va vraiment dépendre, pardon, le nombre de fois pardon, que cette méthode va être appelée, va dépendre de la puissance de votre ordinateur, de votre CPU. Donc plus vous avez un ordinateur puissant, plus cette méthode pourra être appelée, parce que tout simplement votre ordinateur aura calculé très rapidement, exécuté très rapidement toutes les instructions qui se trouvent à l'intérieur de cette méthode, et aura globalement calculé une frame très rapidement. Donc update dépend ici du calcul d'une frame dans le jeu, alors que la méthode fixedUpdate, elle, va dépendre d'un framerate qui est fixé. Donc ce framerate, vous pouvez aller le découvrir ou le changer dans Project Settings ici, dans Time. Alors dans Time, ici on a Fixed Time Step et Maximum Allowed Time Step. Donc dans Fixed Time Step, ici vous avez le nombre de secondes que dure l'exécution d'une frame. Donc ça veut dire que même si vous mettez moins de temps à calculer la frame, vous avez un ordinateur ultra puissant, quoi qu'il arrive, Unity attendra jusqu'à 2 millisecondes pour pouvoir avoir donc un framerate fixe en fait. Si jamais vous avez un ordinateur qui n'est pas capable de calculer une frame en 0,02 secondes, à ce moment-là, il pourra monter maximum à 0,3 secondes de temps de calcul. Mais ça, c'est vraiment... aujourd'hui, de nos jours, c'est assez rare que ça arrive. Parce qu'on a des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants, surtout dans le cas de notre projet. Hein. Ça arrive dans des projets beaucoup plus conséquents où il faut faire beaucoup d'optimisation. Mais là, dans notre cas, voilà, c'est pas... on arrivera rarement à dépasser le 0,3 secondes de temps de calcul pour une frame. Donc, du coup, le fait de déplacer donc, mes commandes, ici mes appels de commandes dans fixedUpdate, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça va envoyer moins d'informations au serveur, moins de paquets au serveur. Puisque là, dans Update, il se peut très bien que j'envoie énormément de paquets parce que j'ai un ordinateur rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ces commandes dans le dans la méthode fixedUpdate. Et donc là, je devrais envoyer une cinquantaine de paquets par seconde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler tout ça, donc tout ce qui concerne mes commandes ici. Et souvenez-vous que c'est dans une condition, d'accord? Donc je vais quand même, moi aussi, mettre tout ça dans les conditions que j'avais spécifiées auparavant. Ce qui est logique, parce que c'est dans ce cas-là qu'on voulait que cette logique s'exécute. Un autre truc, oui, j'ai pas déplacé ma méthode translate, rotate et non plus l'interpolation. Pourquoi? Parce qu'on utilise ici time.deltaTime et dans la méthode fixedUpdate, time.deltaTime vaut toujours 0,02 secondes, donc 2 millisecondes. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il a fallu à Unity, c'est le temps qu'on a demandé à Unity pour calculer une frame. D'accord? Donc c'est ce que j'ai expliqué, c'est le fixed time step. Donc du coup, ici, nous, time.deltaTime,
on veut qu'il fluctue en fonction justement de la puissance de notre ordinateur. Donc si vous avez un ordinateur lent, cette variable sera beaucoup plus élevée, tout simplement parce que l'ordinateur aura mis beaucoup plus de temps à calculer la frame précédente, donc du coup cette valeur sera beaucoup plus importante. Donc du coup on veut se déplacer plus rapidement pour essayer de rattraper notre retard en termes de distance de translation. Enfin de distance de translation par rapport à là où on était auparavant. Donc du coup, donc là nos commandes sont envoyées directement depuis le fixed update. On va quand même faire un petit test. Donc je lance un build avec CTRL B. Voilà, je vais le lancer parfaitement dans une nouvelle fenêtre ici. Ce que je vais faire, c'est que ici je vais lancer un host, un client ici. Hop, je vois l'autre et vous voyez que au final ça n'a absolument rien changé. On envoie toujours suffisamment de paquets. On a quoi qu'il arrive notre interpolation qui s'occupe pour nous de régler les soucis visuels sur les clients distants et on peut très bien toujours avoir notre logique de tuer un ennemi. Donc voilà, ça fonctionne bien, nickel, on n'a rien cassé, on a juste optimisé donc notre jeu. Maintenant, ce que l'on va s'occuper de faire, ça va être un petit peu plus complexe. On va rajouter la notion de score aux joueurs. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais déclarer une nouvelle variable publique qui va s'appeler score, qui va être égale à 0 au début, et je vais en faire une variable synchronisée. D'accord? Comme ça, là, lors de la détection du personnage, enfin lors de la détection de la balle sur le joueur, on pourra synchroniser, sur le serveur, pardon, on pourra modifier cette valeur et elle sera synchronisée effectivement sur même les autres, les clients distants, sur toutes les instances qui représentent ce joueur sur le réseau, que ce soit client distant ou local, ou player local. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est, je vais ensuite m'occuper de la balle. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que au niveau de la balle ici, alors plutôt quand on va l'instancier ici, ah non, en fait j'ai quand même besoin ici de la balle, de rajouter une variable synchronisée, donc sync var public, ça va être donc, alors il faut juste que j'aille vérifier le type d'ID. Je vais aller dans la doc ici et je vais vérifier dans le network identity ici, le composant network identity, je vais vérifier le type de netID ici. Donc c'est networking.network instance ID. Qui contient ici une valeur qui est un uint. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer, comme je le disais, ici une variable publique qui est de type unsigned int, donc un nombre entier non signé, c'est-à-dire qui n'a pas de signe négatif en l'occurrence. Et ce que je vais faire, c'est je vais l'appeler ID player. Donc ça sera l'ID du joueur qui a lancé la balle, d'accord? Que je vais bien évidemment renseigner. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, depuis le player, lorsque je crée mon composant ici, avant de l'instancier sur le réseau, je vais faire donc bullet.getComponent. Alors là, du coup, comme je vais l'appeler deux fois, j'ai tout intérêt à le cacher, enfin à le mettre dans une variable ici que je vais appeler donc bullet est égal à bullet script est égal comme ceci, puisque l'appel à getComponent est un peu lourd. Je vais espacer un petit peu mon code pour que ce soit un petit peu plus lisible. Et ici, ce que je vais faire, donc du coup, c'est ID player. Je vais dire que c'est égal à l'ID de mon player qui se trouve ici, enfin, qui se trouve instancié.
Donc mon player, il va falloir que je récupère, donc je suis pas sûr de ça, mais je vais quand même essayer donc de récupérer mon network identity et de récupérer le net ID. Ouais, voilà, je peux le faire, c'est super. Et le net ID, par contre, il va falloir que je récupère la valeur. Unique identifier for the Spark Evolution. Voilà. Donc on va le faire comme ça. Donc là, théoriquement, à chaque fois que je vais lancer une balle sur le réseau, si mon script compile bien, ma balle devrait avoir un composant public qui est considéré comme l'ID donc du joueur qui a envoyé la balle. Donc on va vérifier tout ça quand même. Donc LAN client ici, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer alors plusieurs balles ici. Hop, je vais les mettre en pause et je vais vérifier ici que dans le script bullet ici, on a l'ID player. L'ID player est égal à 2. Ça peut paraître logique puisque théoriquement cet objet ici a l'ID 1. Donc on va aller vérifier. Donc cet objet player ici, on ne peut pas voir l'ID ici malheureusement. Il faudrait que j'affiche les ID des joueurs. Bon, je vais le faire quand même parce que pédagogiquement ce sera plus clair quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau du start ici, je vais afficher quoi qu'il arrive, que ce soit un client distant ou un client non distant. ID test, je vais l'appeler. Hop, ça va être un entier non signé. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement dire que ID test est égal à network, get component network identity.net .id netID.value, donc je récupère la valeur de cet identifiant. Théoriquement on devrait le voir dans l'inspecteur. Maintenant je fais un CTRL B pour builder à nouveau et lancer mon projet, play. Je lance mon jeu LAN-host. Si je clique sur mon perso ici, il devrait avoir une autre variable. Voilà, ID test. Donc cet objet qui a créé le serveur, c'est bien l'ID 1. Maintenant je me connecte en tant que client. Hop, le deuxième client ici, il a bien l'ID 2. Du coup, si je tire depuis l'ID 1 ici, toutes les balles qui sont créées, vous voyez, donc je les sélectionne toutes, elles ont bien l'ID 2 ici, l'ID du player 2. D'accord? Par contre, si ici moi je tire, théoriquement, les balles ici elles ont bien l'ID du player 1. Donc la balle contient l'information de quel joueur l'a tiré en fait cette balle. Donc du coup ce que je peux faire moi, c'est au moment de tester l'impact d'une balle, à partir du moment où je sais que le joueur est mort, le joueur d'en face est mort, ce que je vais pouvoir faire, c'est attribuer un point en plus au joueur qui a lancé la balle, qui a permis de tuer l'ennemi. D'accord? Donc son opposant. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement ici accéder. Alors en fait, je pense que c'est une bonne chose même qu'on ait laissé ici le public uint ID test, parce que ça nous évite d'accéder aux composants, mais bon, on va le faire proprement, parce que ça c'était vraiment que quelque chose qui est destiné au test. On va appeler ici de nouveau dans player script. Alors pas dans player script, pardon, on va récupérer le composant, donc get component ici de network donc en fait ce que je vais être obligé de faire, je pense, parce que c'est pas hit en fait, je dis n'importe quoi, parce que hit c'est l'objet qui a été touché. Non, en fait ce que je vais être obligé de faire, je pense, c'est lancer une boucle for each plutôt, pour tous les
GameObject, donc player, pardon, in non, en fait, je peux faire autre chose en fait. Je vais faire un find by GameObject.find objects with tag. Donc avec le tag player, donc je récupère tous les objets qui ont le tag player. Voilà, je vais les stocker donc dans une liste de GameObject temporaire. TMP players, comme ceci. C'est des GameObject, c'est un tableau. Et donc là, ce que je vais faire, c'est parcourir cette liste TMP players for each, pour chaque TMP player. Player in TMP player. Donc pour chaque joueur dans la liste, ce que je vais faire, c'est récupérer son composant transform, récupérer son component client s'il en a un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire si. Donc je vais d'abord, excusez-moi, je vais d'abord récupérer son composant getComponent ici, son component network identity ici. Je vais le stocker ici dans une variable player network identity ID. Voilà. Si il a bien un composant de type network identity, ça veut dire que c'est différent de nul. À ce moment-là, je peux sur celui-ci récupérer le netID, d'accord, comme on peut le voir. Et je vais checker aussi, donc du coup, si, alors je peux le faire sur la même ligne ici, et que networkPlayerIdentity.netID est égal au netID de la balle, donc l'ID player ici. Donc ça, c'est la valeur, excusez-moi. Donc la valeur, là, puisque là on passe à un int. Donc si c'est le cas, à ce moment-là, je peux rajouter un point au player. Donc ça veut dire que je peux faire donc player. Je récupère le script getComponent de type player ici point score plus. Donc tout simplement, qu'est-ce que je fais ici? J'augmente le score de mon joueur. Donc je vais d'abord tester et je vais revenir dessus sur le script, ne vous inquiétez pas. Le script, c'est une partie un petit peu longue. Qui pourrait probablement être optimisé autrement, mais là, on va faire comme ça pour l'instant. Donc je mets le host ici, je vais pas mettre le host ici, je vais mettre le host ici. Donc, alors, vérifions d'abord les scores. Lui, il a un score de 0, bien évidemment. Il va tirer sur l'autre joueur, et il va tout de suite se voir augmenter son score de 1. D'accord, donc là, ça a l'air de fonctionner. Je vais déconnecter donc le host, donc du coup, ça va me déconnecter tous les clients. Celui-là aussi. Maintenant, on va faire la même chose. De l'autre côté, c'est le client qui va tirer, qui va gagner. Donc le client qui est ici, il a un score de 0. Il va tirer sur le serveur, enfin le client qui est sur le serveur, et automatiquement, vous voyez que son score s'est vu augmenter de 1. D'accord? Et l'autre joueur, bien sûr, il est toujours à 0. Et il est marqué en died. D'accord? Je peux pas automatiquement le dédied comme ça. Donc, là, ça fonctionne au niveau du score. Ce que je vous propose de voir, c'est quand même plus en détail le script. Je vais quand même le réexpliquer. Donc, là, on est dans la partie où toute cette partie ici, c'est la partie, bien évidemment, où la balle qui est rentrée en collision avec un player a touché, va rendre, pardon, le player qui a été touché, détruit, donc complètement mourant, donc il sera mort. Donc là, ce qui va se passer dans cette partie du script, c'est donc, première chose, on va récupérer une liste de tous les joueurs de la scène, d'accord?
Et ce qu'on va faire, c'est donc ça, c'est théoriquement c'est le serveur qui s'en occupe puisque on est toujours dans le test isServer, donc il n'y a que le serveur qui s'occupe de récupérer la liste de tous les joueurs, d'accord? Et ce qui se passe, c'est donc on récupère donc tous les objets qui ont le tag player. Donc, et ensuite, ce qu'on fait, c'est on les parcourt, donc tous ces objets. On récupère ici l'ID, le network, pardon, le composant network identity qui est donc sur le player, c'est-à-dire celui-là ici. Voilà. Et celui-là, bien évidemment, il récupère donc un netID. On récupère la valeur du netID. On check que ce soit la même valeur que l'ID du player ici. Et ensuite, on récupère le composant de type player, enfin le script player sur le player qu'on a touché. Et à ce moment-là, on augmente le score. Donc le player, c'est le player qui est actuel, enfin comment dire, la variable, l'itérateur, si vous voulez, de la liste. Et on augmente son score. Et comme la variable score est synchronisée sur le réseau, sur le serveur, pardon, depuis le serveur, donc du coup, ça va se synchroniser sur tous les objets qui représentent tel client, qu'il soit player local ou qu'il soit distant. Donc, je pense que, quoi qu'il en soit, alors, je vais quand même essayer de trouver une autre méthode, puisque ça me semble un peu lourd, enfin, comme ça, d'instinct, ça me semble un peu lourd d'utiliser cette boucle, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commenter le code. Et là, vous voyez vraiment ce que c'est le travail d'un développeur, c'est de chercher, et de détruire, et de reconstruire, etc. pour essayer de trouver une optimisation. Et d'abord, au moins, c'est qu'on a un code qui marche, donc c'est le principal. Donc, donc ce que je voulais faire, en fait, c'est au lieu d'envoyer ici au lieu d'envoyer ici la valeur du netID, ça me semble pas logique en fait qu'on doit rentrer directement dans la valeur, sinon en fait ils auraient mis directement une valeur de type uint et ils se seraient pas embêtés. Donc je vais envoyer en fait à la place l'ensemble ici du network ID. Network, pardon, c'est instance ID, je crois que c'est ça. On va aller vérifier sur le network identity ici. Get component. Hop. Et oui, voilà, ça contient bien le netID. Alors, pardon, je vais quand même vérifier. Non, pardon, c'est networking. Voilà, c'est ça le type de l'objet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est dans le bout ici, ce qu'on va faire, c'est si en fait c'était bon. Puisque j'ai importé le package, puisque j'ai importé ici la librairie, donc c'est bon. Donc c'est Network Instance ID, donc c'est l'ID du player. Donc du coup ici ce que je vais faire, c'est on peut aller essayer de fouiner un peu dans la doc. Alors là, hop, dans la doc. Donc on a Network Server. Il y a une variable object qui a l'air d'être donc un dictionnaire. Et qui prend une clé en paramètre qui est le netID. Donc forcément le netID, le network instance ici. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est un dictionnaire qui est de tous les objets qui ont été instanciés ou spawnés sur le serveur. Donc théoriquement, le serveur, il spawn tous les objets, donc du coup, je pourrais probablement récupérer via cette variable, donc objects, je devrais pouvoir récupérer théoriquement tous mes objets. Donc ce que je vais faire, c'est... Alors, je vais utiliser donc ces network server, voilà, point objects. Tiens, il y a d'autres... Vous voyez, il y a d'autres... Alors, this cause network identity objects in the scene to be spawned on the server. Donc ça... C'est pas bon. Et find local object, je sais pas ce que c'est. Bon, on va utiliser ça. This is the dictionary of the network
Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer la clé. Et la clé, ça va être mon player ID. Je l'ai appelé comment? ID player, pardon. Donc là, théoriquement, ça, c'est censé me retourner donc un objet de type Network Identity. Je ne suis pas sûr de ça, mais je pense que c'est ça. Donc là, je devrais pouvoir faire .getComponent. On va essayer. Player. .score. Plus. On va essayer de faire ça, de voir si ça fonctionne. Si déjà Unity me permet de le compiler tout ça. Donc non, il me permet pas. Ils me disent. Ah oui, donc j'ai dû faire une erreur là. C'est quoi? Network Instance ID. Donc j'ai dû oublier quelque part de préciser que c'est pas la valeur que je veux envoyer. Je sais pas où c'est que j'ai fait ça. Donc là, get component, donc je lui envoie bien le net ID. De l'autre côté, l'ID player, c'est ici un network instance ID. Et là, pourtant, qu'est-ce qu'il me demande? Network instance ID. Je vais essayer de le remettre ça et de voir s'il est plus content comme ça. Alors, only assignment increment. Voyons voir où il nous dit que ça va pas. Oui, effectivement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais network identity test est égal ceci. Est-ce que alors donc ici apparemment ça lui plaît pas. Donc network identity, pourtant je récupère bien le net ID qui est de type network instance. Bullet script ici, est-ce que c'est parce que j'ai pas sauvegardé peut-être? Ouais, bon, c'est parce que j'avais pas sauvegardé. Donc je peux ici recoller ma phrase. Voir s'il me donne toujours une erreur. Voilà, il n'a pas l'air de me donner une erreur. On va tester, parce que ça serait plutôt chouette d'avoir en fait le tout en une seule phrase. Je pense que comme c'est un dictionnaire, il doit y avoir une table de hachage derrière, donc théoriquement ça devrait aller plus vite pour trouver l'objet. J'espère que c'est ça. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Donc, cet objet ici représente le joueur distant. Il a un score de 0. Et là, il a un score de 1. Donc ça veut dire que théoriquement, on a bien trouvé l'objet distant. On va quand même refaire le test parce que je suis curieux avec le host ici. Avec, tiens, on va changer. Hop, on va dire que le host il est là. Et que là, on est le client. Le host, il va tirer ces 3 balles. Et il a bien son score qui est augmenté de 1. Donc en fait, effectivement, c'était bien une méthode un peu plus rapide. Et ça me semble plus logique en fait d'un point de vue code d'avoir une seule ligne avec en appelant des méthodes de network server qui permettent de retrouver des objets. Ça me paraissait un petit peu plus logique. Donc voilà, je peux supprimer le code qui a été commenté du coup. Et ben écoutez, je pense que c'est pas mal déjà d'avoir le score. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement afficher le score. Donc je vais utiliser ici une interface via le nouveau système d'interface d'Unity 4.6. Donc ça remonte à déjà un petit bout de temps, mais c'est quand même nouveau. Donc excusez-moi, hop, j'ai perdu le fil. Donc c'est GameObject.UI ici, texte. Voilà, ce texte, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en bas à gauche, ou en bas ou en haut à droite, en haut au centre ici, comme ça. Bah alors, pourquoi il ne veut pas se mettre? Bah alors, donc je vais utiliser Alt pour setter la position.
Et je vais dézoomer avec l'énorme panneau qu'il nous a construit, comme d'habitude. Ça, je vous avouerai que c'est pas quelque chose que je trouve d'hyper pratique en termes de... contrôle utilisateur, d'avoir un énorme panneau par rapport à l'échelle de notre scène, mais bon, je suis peut-être pas assez penché sur pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que là, je vais agrandir mon texte, je vais lui mettre d'une couleur blanche, voilà, et au début, je vais mettre 0 dedans. Donc au niveau du texte, ici, je vais mettre score 2.0. Voilà, donc je l'ai bien centré, parfait. Et ce texte, je vais l'appeler score txt, comme ceci. Donc le but, ça va être pour moi d'aller récupérer donc, le score ici, et de le changer sur le joueur. Donc ce que je vais faire, c'est au niveau du script player ici, je vais, dans un premier temps, rajouter une variable de type serialized field que je vais appeler text, sauf que là on n'a pas encore importé le système du UI du moteur, donc c'est unityengine.ui. Là ce que je peux faire avec cette variable serialisée, c'est du coup utiliser la variable text qui vient d'une namespace UI, et ce que je vais faire, c'est que je vais nommer ce texte score text, enfin cette variable score text, comme ceci. Et dans l'éditeur, je vais pas me prendre la tête comme je l'ai serialisé. Ce que je peux faire, c'est directement sur le joueur, lui spécifier que le score text, c'est ce préfab. Il n'a pas l'air de vouloir le trouver. Score text. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Je peux même pas lui passer le canvas. J'essaie de drag and dropper le player et de lui mettre le composant ici et d'appliquer mon player directement, puisque comme c'est un objet qui est sur la scène, donc voilà, il faut drag and dropper le player dans la scène, lui attribuer, cliquer sur apply, et là théoriquement on l'a pas. Bon, je vais aller droit au but, je vais appeler mon objet ici interface comme ceci, ou alors je vais l'appeler HUD, je préfère l'appeler HUD. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais, au début de chaque joueur, je vais préciser, donc je vais décocher, enfin supprimer le fait que ce soit une variable sérialisée, du coup je peux le garder en privé, je n'ai pas besoin de la mettre sérialisée, parce que ça ne fonctionne pas dans l'éditeur, ou alors du moins j'ai pas trouvé comment le faire. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais dire score text va être égal à find gameObject.find. Et le nom de cet objet c'est HUD, et il va falloir que je récupère l'enfant, donc getComponent.transform.findChild, et l'enfant de cet objet s'appelle score.txt, comme ceci. Donc le texte, et il faut que j'aille récupérer encore le composant, excusez-moi, getComponent, et le composant il s'appelle text, comme ceci. Donc là qu'est-ce que je fais? Je récupère, je trouve dans la scène l'objet qui s'appelle HUD. D'accord. Ensuite, je récupère son enfant, d'accord, qui s'appelle scoreText. Donc, pour utiliser la méthode findChild, il faut passer par le transform. Donc, je fais un getComponentTransform sur HUD, bien évidemment. Son enfant, il s'appelle scoreText. Et ensuite, je récupère ici getComponentText, donc le composant texte qui est situé sur cet objet. Et ce que je vais faire maintenant, donc ça, je le fais dans la méthode start. Donc, tous les joueurs, au début, ils sont au courant de cet objet. Par contre, bien évidemment, je veux que ce soit le joueur local qui ait accès à cette interface et rien d'autre. Et ce que je vais faire, c'est ici dans... Ouais, je peux le faire dans Fixed Update, après avoir appuyé sur espace, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, le score il changera que quand on a tiré une balle. Non, je dis n'importe quoi, parce que la balle, enfin, là, on reste pas appuyé sur espace quand on a tiré la balle, excusez-moi. Donc je vais le faire en permanence. Par contre, je veux bien le faire, dans Fixed Update comme ça, je suis pas obligé de le calculer en permanence. C'est pas très grave si le score je sais pas, instantanément à la milliseconde près. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est quand même scoreText.text est égal à mon score. Donc mon score, c'est un int, donc je vais le convertir en string ici.
Et ce que je vais faire avant, c'est quand même mettre ma chaîne de caractères score, comme ceci, mettre un espace, je sais pas si j'ai mis un espace, oui j'ai mis un espace, et plus, et ici je concatène pardon, avec la valeur du score dans ma chaîne de caractères. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va builder, je vérifie que j'ai bien sauvegardé, j'ai bien sauvegardé mon script, nickel. Quand vous n'avez pas sauvegardé, il y a un petit point qui apparaît ici dans mon développe, la dernière version. Hop, donc là je peux tester, et je devrais avoir théoriquement mon score qui s'affiche dans l'interface. Bon, là le problème c'est que mon score s'affiche tout le temps, même si le jeu n'est pas lancé, puisque le HUD, j'ai eu l'intelligence de le mettre pas au bon endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un préfab, pour être sûr de ne pas le perdre. Je vais supprimer dans la scène menu, je vais aller dans Game, sauvegarder tout ça, remettre mon préfab HUD, je vais supprimer ici mon préfab HUD, donc j'aurai quand même ici le préfab qui ne sera pas détruit, et je vais aller dans Game Object ici, et je vais cliquer sur Break Instance Préfab, comme ça il va revenir noir, et il va pas me mettre d'erreur. Donc là c'est un objet unique, c'est pas un préfab. Je vais supprimer tout ça, je vais revenir dans la scène menu ici, refaire un build, lancer dès que je peux un serveur. Voilà, là j'ai mon score qui apparaît, tout en haut. Si je me connecte en tant que client, et là, c'est parti. Alors, hop, j'ai tiré un ennemi, vous voyez mon score il a augmenté de 1, d'accord? Et ce qu'il faudrait pour bien faire, c'est tester avec un autre client en plus. Donc je vais aller ouvrir un autre client, donc test. LAN client, je me connecte, boum, j'ai apparu là-bas. Ah super, un autre client à buter, hop. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais lui tirer dessus, et je vais dire que, bon, cette instance, elle est bloquée, d'accord, mais si je la quitte, tout le jeu est quitté, donc ça serait un rage quit un peu méchant, puisque les autres ne pourront pas continuer à profiter du jeu. Quand même vérifier que ici, mon score n'augmente pas. Par contre, ici, ce que je peux faire, c'est essayer de me battre avec cet objet, mais moi, dans cette fenêtre, ici, je suis plus rapide, donc mon score augmente. Voilà, et donc là je suis théoriquement le joueur 2, donc ça doit être celui-là, voilà, vous voyez qu'il a bien un score de 2, et les autres ils ont toujours un score de 0. Donc voilà, vous voyez que c'est plutôt simple en fait quand on a la logique de rajouter une notion de score dans un jeu, en réseau, avec Unity. Donc là on a fait une petite interface graphique assez sympa. En tout cas pour ce tutoriel, ça va être tout. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook, donc facebook.com/tutoriel tout apprendre, et à la chaîne YouTube pour avoir des news et les tutos en avance, donc pour Facebook. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. Je sais que les vidéos sont un peu longues, mais j'ai tellement de choses à vous montrer avec Unet, et c'est tellement passionnant comme sujet que bien, ça nécessite un petit peu plus de temps de vidéo que d'habitude. Quoi que je dis, d'habitude je fais des grosses vidéos aussi, mais bon. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie encore une fois de plus, parce que je vous remercierai jamais assez de visionner des cours aussi longs. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao, ciao!